Dupont de Ligonnès avaient tout d'une famille parfaite. Le cliché type à la Brivante de Camp. Un couple aimant en apparence, des enfants, croyants pratiquants. Ils vivaient dans une maison très très belle, au 55 boulevard Schumann. Rien n'aurait laissé penser que derrière ces apparences, en fait, plus personne n'était heureux. C'était la cata totale, financièrement, dans leur couple et dans leur famille. Dans la famille Dupont de Ligonnès, il y a Xavier. Xavier est le père. Il a vécu son enfance à Versailles avec sa mère et ses 2 sœurs. Ses parents n'étaient pas divorcés, mais son père était peu présent à cause du travail. Donc Xavier a grandi dans un environnement où il était le roi à la maison. Il a aussi grandi dans un environnement très très religieux et très pratiquant. Durant toute sa jeunesse, Xavier va énormément voyager, surtout aux États-Unis parce qu'il est passionné des États-Unis. Son rêve, c'est d'y vivre un jour. Dans la suite de la famille Dupont de Ligonnès, il y a Agnès. Agnès qui est la mère. Donc la femme de Xavier. Les deux vont se rencontrer très 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 jeunes. Puis après vont arrêter de se voir et après vont se remettre ensemble. Agnès va avoir un enfant avec un autre homme. Entre-temps, ils étaient déjà plus ensemble. Elle va avoir Arthur avec un autre homme, mais Xavier va élever Arthur et le reconnaître comme si c'était son fils. Dans les années 2000, ils vont déménager à Nantes, donc au 55 boulevard Schumann. Puis ils auront Benoît, Anne et Thomas. Vraiment, en apparence, rien ne pouvait laisser penser que quelque chose n'allait pas. Ils s'entendaient très bien avec leurs voisins, ils avaient des amis, leur famille aussi, tout allait bien, il n'y avait pas d'animosité entre personnes en fait. Eux aussi, donc la famille Dupont de Ligonnès, vont énormément voyager aussi, dont faire beaucoup d'allers-retours aux États-Unis. C'est vraiment quelque chose d'ancré entre eux. Xavier va même faire de la country parce qu'il est vraiment passionné des États-Unis. Sauf que, comme je vous dis depuis le début, ce ne sont que des apparences. En réalité, rien ne va chez les Dupont de Ligonnès. Xavier est commercial à ce moment-là. Il bouge énormément la semaine et ne rentre que le week-end. Agnès, elle se sent totalement délaissée. Vraiment, elle s'ennuie de sa routine familiale entre métro, boulot, dodo, les enfants, le ménage, les courses. C'est elle qui gère vraiment tout. Lui, Xavier, il est là que le week-end. Ils sont endettés de près de 25 000 €, si ce n'est plus. Ils ont 4 mois de loyer de retard et ils peuvent plus payer les écoles privées des enfants. C'est vraiment un peu chaud, quoi. Les deux, donc Agnès et Xavier, vont être infidèles chacun envers l'autre en fait. Xavier, lui, va retourner vers une ancienne conquête de quand il était plus jeune, qui s'appelle Catherine, et à qui il va emprunter environ 50 000 €. Donc il va continuer à s'endetter envers d'autres personnes. Agnès, elle qui se sent seule, elle va se mettre sur internet et en fait avoir des relations à distance avec d'autres hommes. Pour assouvir ses fantasmes, entre guillemets, et aussi pour se persuader elle-même qu'elle est encore séduisante envers d'autres hommes. Sauf qu'elle va tromper Xavier avec un des amis de Xavier. Avec un de ses amis, quoi. Et ça, Xavier, il va très très mal le prendre, il va être très rancunier, alors que lui, par derrière, il va se taper d'autres femmes, quoi. C'est aussi un bonheur parfait en apparence, parce que Agnès a quelques tensions avec sa belle-mère, donc la mère de Xavier, Geneviève, parce que comme je vous l'ai dit, ils sont tous très croyants. Et en fait, Geneviève a essayé de les emporter dans une secte. Bon, Geneviève disait clairement que c'était pas une secte, mais Agnès voyait très bien ce qui se passait derrière, donc c'était un peu tendu, ces relations. Et il y a aussi le fait que Agnès, en fait, elle ne vivait que pour Xavier, quoi. Elle n'avait vraiment personne d'autre. À part ses petites aventures sur internet, sinon, le week-end, elle attendait qu'il rentre et quand il repartait, elle pleurait, quoi. C'était vraiment, vraiment pas la joie. On est très, très loin du bonheur parfait comme au début. À partir du 8 avril, c'est là où toutes les choses vont basculer. Le 8 avril, certains proches de la famille Dupont de Ligonnès vont recevoir un mail, une lettre, de la part de Xavier, disant qu'ils doivent partir très, très, très rapidement aux États-Unis parce qu'il est infiltré dans des services secrets par rapport à de la drogue. Quelque chose d'assez quand même gros, mais bon, comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Sauf que heureusement, il y a quand même certains membres de la famille qui vont s'inquiéter, qui vont dire « c'est quand même bizarre, plus personne donne de nouvelles ». Il y a le frère d'Agnès qui va publier un message sur Facebook dans lequel il dit, je vous cite, « Je cherche des explications et contacts avec ma sœur et ses enfants, Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Merci d'urgence, Guillaume ». Donc son frère est le premier à réellement s'inquiéter en disant qu'il y a vraiment rien de normal, que sa sœur n'aurait pas pu partir comme ça sans dire au revoir à personne. Et d'autres membres de la famille vont le croire. Ils vont se dire que c'est normal, que voilà, ça se fait quoi. Entre le 8 et le 21 avril, il y a plusieurs perquisitions qui vont être faites dans la maison. Grâce à Emmanuel T, l'un des meilleurs amis de Xavier, parce que lui, il a reçu une lettre un peu particulière où en fait Xavier lui demande de lui rendre un service, c'est-à-dire qu'il demande à Emmanuel d'appeler une femme de ménage pour qu'elle vienne nettoyer la maison, qu'il a laissé le double dans la boîte aux lettres, qu'il peut y aller quand il veut. Il lui demande juste de remettre un peu d'ordre dans la maison. Et lui,
Au lieu de se poser des questions, Emmanuel, il va y aller. Donc c'est comme ça que les gendarmes ont la clé de la maison et qu'ils peuvent aller faire des perquisitions. Sauf que pendant les perquisitions, ils vont absolument rien trouver. Il y a rien d'anormal, quoi. C'est vraiment juste une famille qui est partie très précipitamment. Puis, au fil du temps, en fait, on va fouiller et j'ai jamais vu une famille autant écrire ses problèmes sur Internet, quoi. Donc, entre Xavier et Agnès, en fait, ils ont écrit pratiquement un livre sur eux sur Internet. En expliquant ce qui allait pas, en disant qu'il était endetté, et j'en passe en disant que voilà, il l'avait trompé, elle l'avait trompé, enfin... En fait, on a pu trouver pratiquement toute leur vie sur Internet. Et c'est le 21 avril que tout va basculer. Lors de la perquisition du 21 avril, une policière va aller sous la terrasse et va voir qu'il y a quelque chose de bizarre, comme si le béton venait d'être coulé alors qu'il y avait personne qui était là vu qu'ils sont censés être disparus. Elle va prendre une pelle et elle va commencer à creuser. Elle va commencer à tomber sur quelque chose de très dur. Dans le trou qui a été creusé, on va retrouver 5 corps et 2 corps de chiens. Ces corps appartiennent à Agnès, Benoît, Arthur, Anne et Thomas. Et les 2 chiens sont 2 labradors de la famille. Là, tout s'arrête et c'est une enquête criminelle qui commence. Les corps ont été enterrés avec de la chaux, du béton, de la terre, enfin vraiment tout pour qu'on ne puisse pas les retrouver. Ils ont été enfermés dans des sacs plastiques et dans des draps. Et à côté des corps, on va pouvoir retrouver un chapelet, une croix en bois rouge et un médaillon de la Vierge Marie. Ça ressemble un peu à un rituel satanique, je vous avoue. Moi, quand j'ai lu ça au début, je me suis dit ouais, c'est quand même bizarre. L'autopsie va bien révéler que ces 5 corps appartiennent donc à Agnès, Benoît, Thomas, Anne et Arthur. Mais il manque le père, Xavier. Il est à ce moment-là le principal suspect. On sait que les 5 personnes qui ont été tuées à bout touchant. C'est-à-dire que clairement le pistolet est venu toucher la tempe parce qu'ils ont reçu pratiquement tous une balle dans la tête et dans le cœur. Et avant d'être tués, ils ont été endormis avec des somnifères. Donc c'est que c'était quand même assez préparé. Les balles qu'on a retrouvées dans le corps appartenaient à l'arme de Xavier. L'arme qu'il a héritée de son père qui était décédé en janvier. Durant l'enquête, on va remonter en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé les jours avant le 21 avril ? Autour du 3 avril, la famille va au restaurant. Il manque Thomas parce que Thomas est à Angers, dans son appartement, car il suit ses cours là-bas. Il mange très tranquillement, on a même le détail de l'addition et tout ça. C'est vraiment très très détaillé. Tout ce qu'on a pu retrouver est énormément détaillé. Donc ils se font une petite soirée famille tranquillement. Benoît dit à ses amis qu'il se sent très fatigué par SMS, mais après on n'a plus de nouvelles. Le 5 avril, Xavier envoie un message à Thomas en disant qu'il faut tout de suite qu'il revienne sur Nantes parce que sa mère est dans le coma suite à un accident de vélo. Mais il l'affole pas trop, il lui dit que c'est pas trop grave non plus. Donc Thomas, il arrive tout de suite et juste après le 5 avril, on n'a plus aucune nouvelle de lui. On sait aussi que quelques jours avant, donc fin mars, Xavier est allé dans les bricomarchés, les magasins de bricolage pour acheter donc de la chaux, des pelles, des grands sacs poubelles et du ciment. Tout peut l'incriminer ici, vraiment tout la totale. Pourquoi il aurait eu besoin d'acheter ça si c'était pas pour faire ça, étant donné qu'on a retrouvé les corps avec tout ça, quoi. Xavier avait confié à son meilleur ami qu'il était en grosse difficulté financière, mais Emmanuel, qui l'avait déjà aidé, ne pouvait pas plus l'aider que ça, quoi. Il l'avait déjà peut-être dépanné de 6-7 000 euros, c'est déjà énorme. Et Xavier s'était confié en lui disant, je vous cite encore une fois, Xavier m'a dit sans plaisanter qu'avec les difficultés financières rencontrées, il pouvait envisager d'embarquer toute la famille dans une solution définitive. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Y a pas besoin de lire entre les lignes, on a tous compris. Sauf que c'est pas forcément drôle vu les circonstances actuelles. On continue donc pendant l'enquête, Xavier, la dernière fois qu'il a été vu, ça a été dans le Var, dans un hôtel Formule 1. C'est la dernière trace qu'on a de lui. On le voit sur une des caméras de surveillance partir avec un grand sac à la main, comme une pochette pour mettre un fusil dedans, et c'est les seules dernières informations qu'on aura de lui en fait. On a retrouvé sa voiture avec énormément de mégots de cigarettes dedans et de l'alcool, donc on a pu faire des prélèvements ADN au cas où, mais c'est tout. On n'en sait pas plus aujourd'hui, toujours aujourd'hui, 12 ans après, on n'en sait pas plus. Cette affaire, elle est énormément connue en France, parce que Xavier est quand même l'homme le plus recherché de France, personne ne l'a revu. En tout, il a dû être vu 1 millier de fois. Enfin, c'est sosie, je pense que c'est l'homme de France qui a le plus de sosie. Vraiment, donc il y a eu plusieurs témoignages en disant « Oh, on l'a vu, machin », il y en a même qui se sont fait arrêter, à qui on a fait passer des tests ADN. Sans succès, c'était pas lui. Mais c'est vrai que je vous mets quelques photos, on dirait lui quand même. Maintenant, je vais vous parler des théories et des hypothèses qui peuvent exister. C'est Christine et Geneviève, donc la sœur et la mère de Xavier, qui l'ont presque dit en fait. Pour elle, il a jamais pu faire ça. C'est pas lui. Elle pense qu'ils sont vraiment partis aux États-Unis et d'ailleurs,
En me renseignant un peu, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont tous réellement aux États-Unis et que les corps retrouvés n'étaient pas ceux de la famille. Parce que oui, il faut savoir que les corps ont été incinérés 2 semaines après les avoir retrouvés, donc très 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 rapidement. Donc on a pu faire que très peu de prélèvements. Et la police scientifique ou les gendarmes, enfin à la morgue, en fait la famille, les 2 familles, n'ont pas pu aller voir les corps. Donc il n'y a jamais eu d'identification réelle. Ça, ce serait la première théorie, donc qu'ils soient vraiment là-bas et qu'en fait les corps n'étaient que des faux corps et que ce soit toute une histoire de gouvernement. La deuxième théorie, elle nous vient d'un homme qui s'appelle Chris, enfin qu'on va appeler Chris parce que maintenant il veut rester dans l'anonymat. En fait, c'est un homme qui s'est intéressé à l'affaire très très rapidement, donc ça date de 2011. Il avait créé une page, un groupe sur Facebook qui a pris des proportions inattendues, on va dire. Christophe, en fait, était juste un passionné, comme moi, par exemple. J'aurais pu très bien créer un groupe à ce moment-là pour qu'on se mette tous ensemble et qu'on essaye de chercher des informations pour aider la gendarmerie. Ce groupe-là va trouver énormément d'informations donc personnelles, donc c'est eux, en fait, qui vont réussir à remonter dans les blogs où Agnès et Xavier, en fait, se confiaient, clairement, c'est ça, et ils se confiaient même sur Doctolib, donc c'est comme ça qu'on a réussi à avoir tous les écrits de leur mal-être. Et donc pour lui, sa théorie, je vous la lis. Je crois que Xavier Dupont de Ligonnès a mis fin à ses jours. 90% des tueries familiales se terminent comme cela. Je pense qu'il a fait en sorte que l'on ne retrouve pas son corps de sitôt. Le soin qu'il a mis à cacher sa famille, il l'a impliqué à lui-même. Ne plus être sans que cela se sache. Je pense que cette théorie peut être totalement plausible, vraiment. Je pense que c'est quelqu'un de très intelligent, Xavier, et qu'il avait pas envie qu'on le retrouve comme ça et qu'en fait on continue à parler de lui ou qu'il y a quelque chose comme ça derrière. La troisième théorie, c'est qu'il est allé se mettre au fond de l'océan avec un bateau et que c'est pour ça qu'on ne l'aurait pas retrouvé. C'est possible aussi en soi, vraiment. Moi je pense que dans cette affaire-là, toutes les théories ou hypothèses sont possibles. La quatrième théorie, c'est qu'il est allé dans un pays où personne ne va, où il n'y a pas internet, où il n'y a pas la télé, où regardez la vidéo de Seb au Kyrgyzstan, jamais personne n'aurait pensé à aller là-bas directement, quoi. En fait, c'est très frustrant de pas savoir où il est et si c'est vraiment lui qui a tué sa famille. Moi, je pense que oui, il est dans un pays très 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 reculé dans le monde, avec beaucoup de précarité et qu'il y vit très bien aujourd'hui, caché et que voilà, quoi. Parce que ce serait quand même bête de dire à tout le monde qu'il est parti aux États-Unis et qu'il soit vraiment parti aux États-Unis pour se cacher après avoir tué sa famille. Parce que c'est quand même là-bas qu'on va le retrouver en premier. Et moi, ma théorie à moi, c'est que je pense qu'il est toujours à Nantes. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre parce que c'est quand même l'homme le plus recherché de France et en plus, vu que ça s'est passé à Nantes, oui, il est reconnaissable à Nantes, mais moi je pense qu'il est toujours à Nantes, qu'il a un complice quelque part et qu'il est caché et qu'il vit caché en dessous d'une maison ou dans un abri de jardin ou quelque chose comme ça, et que personne ne sait qui est ce complice en fait, parce que je sais pas, si vous voulez vous cacher, vous allez pas communiquer avec par SMS, par mail, par appel, tout ça quoi. En fait, vous prenez quelqu'un avec qui vous communiquez que en face à face. Ça se trouve, chez cette personne-là, on n'est jamais allé fouiller chez lui parce qu'il n'avait rien à voir avec la famille au départ. Parce que oui, en tout, il y a eu 28 maisons qui ont été fouillées de fond en comble, donc que des amis et des proches de la famille et tout ça, ça n'a rien donné. Et c'était pratiquement sûr que ça n'allait rien donner. Alors que là, si jamais c'est quelqu'un avec qui il parle que en face à face, c'est beaucoup plus simple. Donc moi je pense qu'il est toujours sur Nantes. Parce que je me dis que Natacha Campouche par exemple, qui a été enlevée à quelques kilomètres de chez elle, on l'a jamais retrouvée rapidement comme ça. Pareil pour Elisabeth Fritzl, qui elle a été enlevée par son père et qui était cachée en dessous de chez elle. Donc moi je pense qu'il y a une histoire comme ça où en fait il est toujours en France et qu'il est jamais parti. Et qu'il a un très très bon complice par contre. Parce que, comme il est dit dans ce livre, vraiment, je vous le conseille fortement si vous voulez le lire. L'enquête est détaillée de A à Z. Comme il est dit dans le livre, du coup, Xavier avait quelques douleurs au dos et aux jambes. Donc, porter 5 corps morts, c'est impossible pour lui. De creuser le trou comme ça, aussi profond, c'est impossible aussi. Tout seul, c'est impossible. Il y a forcément quelqu'un qui l'a aidé. Je vous laisse me dire en commentaire votre hypothèse à vous et aussi me dire ce que vous pensez des théories et hypothèses que j'ai énoncées et on se retrouve pour une prochaine vidéo.